Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 15 décembre et pas de cours aujourd'hui au collège Charles de Gaulle de Morne-à-l'Eau. Les portes sont fermées. Le personnel a décidé de se réunir en assemblée générale suite à l'agression d'un membre de l'établissement par un parent d'élève. Les précisions de Richard Scott-Tamar. Les élèves du collège Charles de Gaulle à Morne-à-l'Eau ont été priés de ne pas se rendre en cours aujourd'hui. En cause, les agressions à répétition ayant lieu dans l'enceinte de l'établissement. La dernière se serait déroulée dans la journée de lundi et opposerait un membre de l'établissement à un parent d'élève. En réponse à ces incidents, cette journée est consacrée à des échanges entre le personnel de l'établissement et la direction. Malgré nos sollicitations, la principale du collège et le corps enseignant ne souhaitent pas s'exprimer sur les événements. L'établissement a prévu de réouvrir ses portes dès mercredi matin. À Pointe-à-Pitre, il sera désormais plus facile de se garer dans le centre-ville pour faire son shopping. La ville et l'Union des commerçants demandent aux gérants de boutiques de privilégier le parking de Bergevin pour se garer et ainsi laisser les places disponibles pour la clientèle. Une mesure assez bien accueillie par les commerçants, même si l'insécurité est pointée du doigt. Le reportage de Karine Gielman. Soit trop petite, soit déjà prise, soit on se gare au milieu de la route, soit on paye. Se garer à Pointe-à-Pitre, un vrai parcours du combattant. Dès 7h30, j'étais là. Garée, attendre que les magasins s'ouvrent, faire mes achats et après je rentre. Le problème qui se pose, comme je suis dans les premiers secours, je suis un sapeur-pompier, c'est extrêmement difficile de rentrer avec un camion de premiers secours pour éteindre le feu. La mairie, sur une idée de l'Union des commerçants de Pointe-à-Pitre, a mis à disposition près de 700 places, dont le parking de Bergevin. Or, jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une quarantaine de commerçants qui suivent l'initiative qu'on a mise en place. On a fait l'effort, on s'est battu pour vous, alors allez-y, ça permettra au développement du commerce à Pointe-à-Pitre et ça permettra également aux clients de revenir. Les commerçants sont contents de l'initiative, mais craignent pour leur sécurité. Ça fait des années qu'on se battait pour l'avoir, aujourd'hui on l'a effectivement. Mais seulement, il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de sécurité pour que les gens puissent aller récupérer leur voiture sur le parking, surtout le soir avec tous les problèmes qui se passent à Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Ce parking en place depuis plusieurs mois rencontre déjà l'adhésion des riverains. Ça fait au moins 5-6 mois qu'il existe, qu'il est opérationnel pour les clients de Pointe-à-Pitre, par rapport aux commerçants, parce que Pointe-à-Pitre c'est vraiment vidé par rapport à Carrefour, Millénis et Destreland. Désengorger Pointe-à-Pitre serait un beau cadeau de Noël pour les commerçants comme pour les clients. Et on va rester à Pointe-à-Pitre puisque 14 commerces ont été épinglés dernièrement lors d'une opération de lutte antifraude effectuée par les services de l'État. Des commerces ambulants ainsi que 8 vendeurs à la sauvette ont été également contrôlés. Plusieurs infractions ont été relevées, travail dissimulé, absence d'affichage de prix. Des marchandises alimentaires ont également été saisies. D'autres actions de ce type seront programmées au cours des semaines à venir. On va rester dans le secteur de l'économie alors que la région Guadeloupe compte un nouveau président, Harry Chalus, qui, on le rappelle, sera officiellement investi vendredi. Muriel Barlagne est allée à la rencontre des représentants des secteurs économiques et des secteurs agricoles de la Guadeloupe pour savoir justement comment ils accueillaient ce changement à la tête de notre région. On estime à 42 000 le nombre des très petites entreprises en Guadeloupe. C'est 97,3% du tissu économique. Ces structures souhaitent développer un véritable partenariat avec le conseil régional. Elles ont de nombreuses propositions à faire pour aller dans le sens du changement qu'elles appellent de leur vœu. Nous avons de vrais sujets aujourd'hui. D'abord sortir de la dette sociale et nous avons déjà un projet avec la région Guadeloupe pour accompagner les TPE à sortir de la dette sociale avec les régions Caisse des dépôts et consignations. Nous avons aussi de vrais sujets sur le développement économique, revoir le modèle de financement de nos entreprises, faire en sorte que les fonds alloués par la BCE aux banques au profit des TPE-PME, que ces trucs-là, que nous voyons la couleur. Donc la région Guadeloupe devrait être un vrai partenaire de la Fédération des petites entreprises.
pour effectivement sortir de difficultés dans nos entreprises. Nous souhaitons aussi revoir un peu, parce qu'il est question pour nous, dans la programmation FTPE, de doter la Guadeloupe d'une base de données s'agissant des TPE. Donc ça aussi, c'est des sujets qui vont intéresser la région Guadeloupe. De leur côté, les agriculteurs ont eux aussi des dossiers en cours sur lesquels ils comptent rester vigilants. Le dossier de la calamité sécheresse, que nous avions commencé en bonne voie, qui même a eu des retours au niveau de la DAF. Donc aujourd'hui, on sera très réactif sur les résultats avec la région, notamment l'aide sur la calamité. Il y a d'autres dossiers aussi qu'on suit tout particulièrement, hein. C'est le dossier au niveau de la canne. Donc là, ce sera sur le tonnage, sur la prime bagasse, mettre en place aussi le redémarrage de la coupe des cannes pour cette saison, enfin la saison prochaine. Il y a aussi le dossier banane, donc le POSEI avec l'objectif de 100 000 tonnes, hein, le cap des 100 000 tonnes. Donc là aussi, nous serons très réactifs. La Fédération des syndicats d'exploitants agricoles regroupe 4000 adhérents sur environ 7500 agriculteurs en Guadeloupe, toutes filières confondues. Tous ces professionnels souhaitent une meilleure cohésion entre l'État et la région pour avoir une chance de voir redémarrer leur affaire. Politique toujours, au lendemain de ces élections régionales 2015, l'heure est notamment aux interrogations du côté du camp Lurel. Le président sortant a été battu par Harry Chalus avec plus de 25 000 voix d'écart. Comment justement explique-t-on ce tel écart? Élément de réponse avec Karine Gielman. Erreur de campagne dans l'entre-deux-tours. Si la défaite était envisagée dans le camp de Victorin Lurel, un tel écart entre les deux candidats a surpris l'équipe du président sortant. Le temps aujourd'hui est à l'interrogation. Eh bien, l'une des erreurs, c'est que notre candidat avait une équipe, une majorité régionale qui était très proche de la population, qui pratiquait la proximité, et apparemment, ça ne s'est pas suffisamment vu. On n'a pas suffisamment mis peut-être aussi en valeur les nombreuses réalisations. Peut-être que c'est un peu dans la campagne qu'elles sont apparues, alors qu'effectivement, ça fait déjà plusieurs années que la région Guadeloupe travaillait efficacement. Et je crois que la campagne a commencé très tôt également, ce qui a fait que les troupes sont peut-être arrivées dans les 2 semaines charnières un petit peu fatiguées. Et puis en fait, je crois qu'il y a eu de part et d'autre un peu trop peut-être... je dirais de virulence, certains propos, certaines caricatures. Donc je crois que le message qui a été envoyé, c'est un message de, faites de la politique de façon très propre, faites une campagne vraiment sur des projets, des idées, et je crois que c'est ce que nous allons mettre en pratique pour l'avenir. Sûrement que ces élections, il y avait une vraie envie de changer. Les gens n'ont pas cherché à savoir ce qui s'est passé avant ce qui va se passer. Il y a eu un mélange de choses, notamment on a voulu faire croire que tout ce qui ne marche pas relève du conseil régional, c'est-à-dire la situation de la crise, ajouté avec le problème de l'eau, le problème des transports, des déchets, de la crise, je l'ai dit, et certainement voulons faire croire que le président sortant est un dictateur et que les choses étaient qu'il était éloigné de la population et qui ne savait pas véritablement ce qui se passait au niveau du terrain. Autre bémol, la personnalisation et la municipalisation de la campagne régionale. Il y a eu à la fois une municipalisation qui a porté ses fruits dans certains cas et qui en même temps effectivement a été un peu, hors sujet par rapport au sujet des régionales, et c'est vrai que ça n'a peut-être pas également été aussi suffisamment appréhendé. Ma foi, il faut reconnaître, et je suis sûr qu'il le reconnaîtra lui-même, qu'Harry Chalus ne s'attendait peut-être pas à faire autant de scores aussi favorables dans certaines communes. Ça montre que au-delà d'une municipalisation, c'est une personnalisation du scrutin qui, pour le cadre des régionales, est de plus en plus souhaitée par la population et les électeurs. L'incompréhension quant au choix des électeurs est présente. Ce qu'on a souvent mis en avant, c'était le président sortant est un dictateur, il fallait changer de modèle, il fallait faire la croissance verte et la croissance bleue, ce qui se fait déjà, la solidarité, ça a beaucoup fait. Moi, ce que je regrette, c'est que paradoxalement, à cette campagne-là,
j'ai eu l'impression plus, parce que nous sommes des sortants, que le candidat qui a travaillé pour le petit peuple, c'est justement Victorin Lurel. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, c'est le candidat qui arrive, qui a gagné, qui veut travailler pour le petit peuple, mais dont sa campagne a été financée par un certain patronat et de gros patronats. Donc je ne comprends pas très bien la compatibilité. L'équipe de Victorin Lurel n'est pas en repos. Pour les adhérents au Parti socialiste, une réunion est prévue cette semaine. Et prochaine étape, préparer les présidentielles. Enfin, qu'en est-il du côté de la population guadeloupéenne? Comment explique-t-on cette victoire d'Harry Chalus et cette défaite de Victorin Lurel? Patrick Curie et Anne-Elisabeth Artsen sont allés vous poser la question. Monsieur Chalus, quand même, c'était une couverture d'une image sympathique qu'il a véhiculée depuis après le LKP. Donc je pense qu'il faut remonter après le LKP, les risques qu'il a certainement pris pour se positionner sur, quand on se souvient de Continent, il a été affronté les jeunes avec le coup de fusil, donc ça lui a donné une certaine légitimité, une certaine image et il a continué à poursuivre, à nourrir cette image-là. La jeunesse de 2009 qui a voté pour Chalus. Parce que je me rappelle bien, pendant qu'il y avait le problème à Continent, Chalus est descendu, pendant qu'il y avait la fusillade, Chalus est venu. Mais Chalus, je pense qu'au niveau de lui, c'est quelqu'un que tu peux dire la guerre avec lui à n'importe quel moment. Tu peux l'interpeller à n'importe quel moment. Il est près de la jeunesse. Moi je pense déjà parce que Harry Chalus c'est du renouveau, parce que Victorin Lurel, parce que moi j'ai 18 ans, Lurel ça a toujours été président, les gens veulent voir un peu de nouveauté par rapport à tout ça. Mais je pense qu'il faut quand même donner de l'espoir aux jeunes. On en a besoin pour le pays, nous sommes la relève de demain, donc je pense que c'est pour ça. Donc on va lui faire confiance pour une fois et on va le laisser, on va voir ce qu'il va donner. Chalus, apparemment, il revient avec un esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant et c'est pour cette raison qu'il y a cette grande différence. Monsieur Lurel, comment dirais-je, n'a pas traité les priorités de la Guadeloupe, c'est-à-dire les déchets et puis aussi l'eau, les problèmes d'eau. Je pense que le mémorial c'est une bonne chose, mais ça aurait pu passer en 3e position. C'est parce que le peuple voulait du changement. On dit, bon je suppose que c'est ça aussi, l'usure du pouvoir peut-être ne sert plus à Victorin Lurel, donc la population a envie de changement. Ah ben, apparemment, les politiques, franchement, ils sont tous pareils. Mais comme on a vu la politique de M. Lurel était un peu mitigée dans la mesure qu'elle voulait gouverner uniquement seule. Et c'est pas possible de gouverner seul parce que tu as une équipe et il faut écouter les autres. Et c'est chose qu'il fait, et lui, il le faisait pas. Je pense que Lurel, il voulait, moi, à mon avis, hein, il veut diriger le département et la région. Je pense qu'il y a la notion d'usure du pouvoir exercée par Victorin Lurel. Il y a aussi sur l'approche, je pense qu'il y a en partie les derniers événements connus sur le territoire de Marie-Galante où l'image qui a été véhiculée de l'attitude de M. Lurel a certainement eu un impact sur l'électorat. On peut comprendre que sur la région de Pointe-à-Pitre, Abîme, Marie-Galante, qu'il y a quand même fort autour de Marie-Galantais qui vote, donc qui soit dans une vote sanction sur ces régions-là contre le président Lurel. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Karine Gelman nous parle ce midi du tourisme médical en Jamaïque, mais aussi de Curaçao qui devient une destination touristique de plus en plus prisée. Voici la Minute Caraïbe. Cuba approche les investisseurs. Rodrigo Malmierca, le ministre du Commerce extérieur et des investissements étrangers, entreprend de nombreuses visites à l'international pour attirer de nouvelles entreprises dans le cadre de l'actualisation de son modèle économique. Ces récentes visites dans les pays arabes, au Vietnam, en Chine, en Espagne et en France ont toutes été marquées par un grand intérêt délivré par les entrepreneurs internationaux pour satisfaire la nouvelle législation leur offrant des garanties et incitations à investir à Cuba. Malmierca s'est également rendu en Argentine pour l'investiture du président Mauricio Macri et a tenu une réunion avec des hommes d'affaires locaux auxquels il a présenté son paquet de propositions visant à clarifier leurs interrogations sur les possibilités d'investir à Cuba. Ce paquet de propositions offre 326 projets dans 12 secteurs de l'économie avec la prise en charge par l'État cubain des études de faisabilité.
Il s'agit d'aider les investisseurs étrangers à entrer en contact avec les entreprises cubaines opérant dans leur domaine d'activité et d'accélérer le processus de négociation et de partenariat. Le ministre a souligné que le gouvernement cubain veut avoir une économie diversifiée avec des relations dans tous les pays dans le monde et a fait remarquer que le pays ne souhaitait pas dépendre d'un marché unique, c'est-à-dire exclusif avec les États-Unis. Jamaïque Tourisme Médical, le Jamaica Promotion Corporation, le JAMPRO, organise une série de conférences sur le tourisme médical en Jamaïque, surnommée Dobies Ja. Les sessions visent à accroître le nombre d'investisseurs locaux dans le secteur du tourisme médical, tout en soulignant les opportunités disponibles pour les praticiens médicaux locaux pour ce marché inexploité. L'événement aura lieu mercredi 16 décembre prochain. Selon la présidente de JAMPRO, Diane Edwards, le tourisme de santé et du bien-être est une industrie de plusieurs millions de dollars à l'échelle mondiale et la série de conférences sera l'occasion pour les praticiens d'approfondir leurs connaissances. Le tourisme de santé et de bien-être est un secteur porteur qui a fortement évolué en Jamaïque au cours des dernières années. Il représente déjà plus de 15 millions de dollars d'investissements étrangers par le biais du groupe espagnol Hospital ou G-West à Montego Bay. Dans son plan d'expansion, le gouvernement jamaïcain a investi dans de nouvelles installations médicales pour positionner la Jamaïque comme destination médicale au cours des 5 prochaines années. La stratégie prévoit un minimum de 15 000 patients de soins médicaux et un revenu annuel de 125 millions de dollars américains d'ici 2020. Le groupe Expedia, l'une des plus grandes entreprises de voyage en ligne au monde, a annoncé que la demande de voyage pour les hôtels de Curaçao a fortement augmenté sur tous les sites du groupe Expedia cette année. Les données indiquent que les États-Unis restent un marché émetteur puissant pour Curaçao, avec une croissance de réservation de nuitées hôtelières de près de 50% au troisième trimestre par rapport à 2014. Les données ont également indiqué que les réservations en provenance du Canada ont augmenté de plus de 15% sur un an. La semaine dernière, l'équipe de gestion d'Expedia a assisté au symposium des tours opérateurs nord-américains, l'événement commercial organisé par le gouvernement de Curaçao. Tout au long du colloque, les dirigeants d'Expedia ont partagé des informations sur les outils de commercialisation et ont délivré des recommandations novatrices en marketing sur la manière dont les partenaires hôteliers peuvent tirer profit des technologies mobiles, et ce pour accroître la demande pour leurs propriétés. Expedia souhaite accompagner la destination Curaçao et propose d'élaborer des stratégies pour attirer de nouveaux marchés sur l'île dans les années à venir. Retour en Guadeloupe avec l'équipe de France de fleuret qui s'entraîne depuis vendredi dernier dans notre département en vue des Jeux Olympiques de Rio l'année prochaine. Les filles de l'équipe ont le droit à un entraînement spécifique au CREPS. Gainage, renforcement musculaire étaient au programme ce matin, comme toujours devant la caméra d'Éric Pommier. 4e jour d'entraînement pour toute l'équipe de France d'escrime. Parmi les athlètes, les femmes sont présentes, dont 2 Guadeloupéennes, Anita Blaz, vice-championne du monde et d'Europe, et Isaura Tibus, 3e au championnat du monde en 2015 à Moscou. Leur programme, 1h30 à 2 heures de préparation intensive, une étape indispensable à 6 mois des Jeux Olympiques à Rio. Oui, c'est nécessaire parce qu'il faut un peu de musculature pour y arriver, parce qu'avant on n'en faisait pas, et maintenant on en fait, et on voit beaucoup le changement, et ça nous permet aussi d'être moins blessés, et c'est très efficace et très bien. Oui, les Jeux Olympiques, c'est un événement qui se passe tous les 4 ans, donc on n'a pas vraiment le choix, on doit vraiment être prêt, c'est le Graal de tout sportif, le rendez-vous. Donc non, il ne faut pas se rater, il faut être bien préparé. Dans cette salle de musculation, la sueur n'a pas de sexe, tous les athlètes sont logés à la même enseigne, quoique pour les filles du groupe, Folier Diarra du pôle préparation physique a fait du sur-mesure. Entraînement spécifique filles, il y a un entraînement spécifique garçon, et ensuite il y a aussi un entraînement spécifique en fonction des qualités physiques intrinsèques de chaque athlète. L'année a été intensive, l'entraîneur national joue tout de même la prudence et donc pas de surentraînement pour éviter les bobos. Il assure que le mental de l'équipe est au beau fixe à l'approche de l'événement olympique. Les résultats qui ont été faits depuis le début de saison sont plutôt bons. Ils nous indiquent qu'on est sur la bonne voie. Les garçons ont assuré leur qualification pour les Jeux Olympiques par équipe en gagnant la première épreuve et en terminant 2e à Tokyo. Donc ça nous assure une place au jeu. Les filles ont également marqué beaucoup de points. Isaura Tibus s'est imposée dès la première épreuve de Coupe du Monde à Cancun. Donc elle a également assuré sa qualification pour les Jeux. Donc non, les voyants pour l'instant sont au vert.
Anita Blaz, Isa Horatibus et les autres membres de l'équipe de France ont encore un programme étalé jusqu'à vendredi avant de s'envoler pour de prochaines compétitions qualificatives pour Rio. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Depuis ce matin, 7h à Petit-Bourg, la distribution de l'eau potable est interrompue en raison du lavage du réservoir de Lézardes. Retour à la normale aujourd'hui, en fin de soirée. Et puis au Moule, plusieurs secteurs sont privés d'eau depuis ce matin en raison également du lavage de réservoir de Gascon. Sont notamment concernées les zones de Bartel, Cocoyer, Lamineur, Matignon, Rousseau, Saint-Guillaume ou encore Vieille-Case. Retour à la normale en fin d'après-midi. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil sera largement présent, même s'il aura tendance à se voiler. Des averses et des coups de tonnerre sont également attendus dans la région de Déé. Du côté des températures, elles afficheront cet après-midi entre 27 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, Minute Sport suivi de la météo détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 et Petit secret entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.